Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po Paris, spécialiste des médias. Vous avez publié en 2015 ce petit opus-là qui s'appelle « Sauver les médias ». Vous analysez en fait la crise de la presse et faites le constat notamment de son sous-financement chronique. Mais vous ne faites pas que constater, vous donnez aussi des pistes sur, par exemple, le financement participatif ou un nouveau statut pour les médias. On est ravis que vous ayez accepté notre invitation pour repasser un peu cette année média 2016 en revue. L'actualité a été plutôt riche, plutôt parfois triste, plutôt noire même. Et c'est vrai que ce qui s'est passé très récemment, c'est la grève à télé, un mouvement le plus important depuis mai 68, 31 jours de grève, c'était plus arrivé depuis presque 50 ans. Comment vous analysez ce qui s'est passé dans cette chaîne info qui appartient, je le rappelle, au groupe Canal+, qui est dirigé maintenant par Vincent Bolloré depuis un petit peu plus d'un an. Comment ça arrive ça dans l'histoire des médias et l'histoire de la télévision? Je pense que c'est l'aboutissement d'un phénomène qui s'est développé depuis quelques années en France et pas seulement, et qui en fait est une des raisons pour lesquelles j'avais voulu écrire ce livre, Sauver les médias. C'est le fait qu'on avait de plus en plus de capitaines d'industrie qui venaient de secteurs complètement extérieurs aux médias et qui, les uns après les autres, faisaient des acquisitions dans le secteur des médias. Et ce mouvement-là, en fait, on peut le dater en France comme aux États-Unis, d'ailleurs, à peu près du début des années 2010. Aux États-Unis, vous avez Jeff Bezos, le patron fondateur d'Amazon, qui rachète le Washington Post. En France, je le date aussi en 2010 parce que c'est le moment où le trio Berger, Niel, Pigas rachète Le Monde. Ensuite, groupe auquel appartient Télérama, je rappelle. Oui, donc Le Monde et Télérama en même temps. Ensuite, ils feront l'acquisition du Nouvel Obs. Ensuite, il y a le nouvel acteur Patrick Drahi. Libération, L'Express, tous les titres du magazine du groupe Roularta. Et ça s'accélère comme ça, ce mouvement-là. Et finalement, une des dernières pierres qui vient se poser dans ce jeu, c'est Bolloré qui fait l'acquisition de Canal. Et c'est assez intéressant et triste à la fois le cas de Bolloré, parce que dans énormément de cas, les gens me disaient en quoi c'est problématique. Regardez le groupe BNP, il laisse plutôt bien les journalistes du Monde travailler. Si vous regardez au Monde, les effectifs en termes de cartes de presse 2010-2016, c'est à peu prce stable. C'est en train de changer au Nouvel Obs, mais au moins au Monde, c'est à peu près stable. On ne voit pas vraiment d'intervention très forte des actionnaires dans ce qui est écrit, dans ce qui est dit, dans le travail des journalistes, qui peuvent encore sortir les Panama Papers, etc. etc. C'est intéressant et triste parce qu'en même temps, oui, on peut toujours trouver des exemples de potentiellement bons actionnaires, mais ce n'est pas ça qui nous protège du risque associé au fait d'avoir des actionnaires extérieurs au secteur des médias. Et finalement, Bolloré, c'est un des premiers actionnaires extérieurs au secteur des médias dont on voit si visiblement l'exercice de la censure. Bolloré, c'est épisode 2 en fait, iTélé, parce que tout a commencé l'année précédente, puis un an avant en fait à Canal+. Parce que iTélé, Canal, c'est le même groupe. On a eu la censure d'un certain nombre de reportages, en particulier un qui avait le mérite de déplaire à son ami et banquier au Crédit Mutuel. Donc ça a été Michel Lucas, ça a été patron de presse aussi. Du Grand Est de la France. Ça a été censuré, et d'ailleurs c'est intéressant parce que ça a été diffusé ensuite sur le service public. Comme quoi souvent on dit à quoi ça sert d'avoir un service public de l'information, au moins ça permet de diffuser des choses censurées par les actionnaires privés. Il y a quelque chose qui m'avait perturbé au moment de Canal, c'est la raison pour laquelle il y avait pas eu plus de protestations. Une espèce de mouvement de protestation au niveau de Canal. Il y a eu des boîtes de prod qui se sont révoltées, mais c'est resté très petit alors qu'il y a eu cette censure. Il y a eu quand même tout ce qui s'est passé au niveau des Guignols, dont toute l'équipe a été mise à la porte. Il y avait une mobilisation au moment des Guignols, de la classe politique notamment. C'est resté relativement faible, mais en fait on pouvait le comprendre par le fait que Canal, on a longtemps eu cette idée de l'esprit Canal, mais majoritairement aujourd'hui ils ont externalisé leur production. Donc c'est pas comme si vous tapiez sur une rédaction, en fait vous tapez sur une boîte de prod, mais les autres boîtes de production qui travaillent pour Canal, en fait elles ne travaillent pas directement avec celle-là. Vous avez un système externalisé où c'est plus dur de se mobiliser et de protester. À iTélé, au moins, on a une vraie réaction, une vraie rédaction, ce qui a permis d'avoir une vraie réaction. Ouais. Il y a l'affaire Morandini, mais l'affaire Morandini, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Depuis près d'un an, déjà, Vincent Bolloré est arrivé avec couper les têtes
iTélé avait quand même fortement réduit les moyens de la chaîne. Il y avait ce problème récurrent de charte, de déontologie qui n'avait pas été instauré. Donc là, on a eu une protestation de la rédaction. Et Vincent Bolloré, c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui, moi, fait que je finis cette année extrêmement pessimiste, Oui. a décidé de tester les limites. Et ce qu'on lui a dit en termes de limites, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il allait le plus loin possible et j'ai espéré jusqu'au bout une réaction de la classe politique. Il n'y en a pas eu. Je veux dire, les seules personnes qui ont murmuré, ça a été d'un côté Nathalie Kosciusko-Morizet, chez les Républicains, pas très fort, mais elle a murmuré. Et un tout petit peu Benoît Hamon, ça en est resté là. Et d'ailleurs, il y a eu un mouvement très courageux de la part des journalistes de iTélé qui les abandonnent le jour où ils s'aperçoivent que, et du côté du ministère de la Culture, et du côté du ministère du Travail, même si moi je pensais que c'était plutôt la responsabilité du ministère de la Culture. C'était pas vraiment un conflit de travail, hein, c'était vraiment un conflit d'indépendance des médias, il n'y aurait pas de réaction. Et du coup, s'il n'y a pas de limite dans des cas comme ça, malheureusement, ça laisse la voie ouverte à tous les autres actionnaires extérieurs au secteur des médias qui n'ont pas tous la même vision de ce que doit être l'indépendance d'une rédaction. Vous redoutez que ça donne, entre guillemets, des idées ou des mauvaises idées à d'autres? Parce que, Oui, comme vous dites, il n'y a plus de limite finalement, puisqu'il ne s'est rien passé, ils ont perdu malheureusement sur toute la ligne. Et que, voilà, c'est une victoire sans coup férir de l'actionnaire. Oui, non seulement ils ont perdu sur toute la ligne, mais en plus, on a cette espèce de discours qui est une illusion selon lequel c'est parce qu'il n'y avait pas encore la loi Bloch. Mais une fois qu'on va avoir la loi Bloch... Qui, enfin, il faut le rappeler brièvement, mais qui obligera dans les mois prochains la plupart des télés, en tout cas des télévisions, d'avoir une charte d'indépendance. Voilà. Ouais. Enfin, c'est une espèce oui, c'est une charte d'indépendance, de déontologie. Mais ce qui va se passer avec... donc en fait, l'argument est de dire, voilà, s'il y avait eu la loi Bloch, il ne se serait rien passé. Parce que Vincent Bolloré aurait dû s'en tenir à la charte. Dans le pire des cas, s'il ne l'avait pas respectée, ça aurait permis au CSA d'intervenir et de sanctionner plus clairement Vincent Bolloré. Maintenant, il faut regarder clairement ce qui est prévu par la loi Bloch. Ce qui est prévu par la loi Bloch, c'est que cette charte soit négociée au niveau des entreprises. Donc là, on a une chaîne iTélé décimée, parce que vous savez quand même énormément de journalistes qui sont partis. Ceux qui sont restés sont... Je crois qu'on a 85 sur 120 des cartes de presse, donc c'est plus que décimé, c'est mort de plaine, quoi. Il ne reste plus personne. Ça a été un plan social peu coûteux, vous noterez. De ce point de vue-là, en termes de conflit de travail. Selon les syndicats et la société journaliste, c'était une forme de plan social déguisé. Ah oui, ils ne s'en sont pas cachés. Ce que je voulais dire. Officiellement, c'en est pas un. Non, vous avez raison. Sur la loi Bloch. Et oui, donc on va les laisser, ces quelques journalistes affaiblis qui restent à iTélé, négocier la charte avec Vincent Bolloré. On voit bien que les chartes qui vont en ressortir vont être des chartes qui ne vont pas protéger les journalistes. Les journalistes ne sont pas en position de force pour négocier. Ce qu'il faudrait, c'est une charte d'ensemble qui s'impose à l'ensemble des rédactions françaises et qui soit discutée en amont de manière paritaire entre les éditeurs, les patrons de télé, les syndicats de journalistes, etc. C'est plutôt la ligne du syndicat national des journalistes. Oui, mais je pense que pour le coup, c'est une ligne qui est complètement raisonnable. Et je pense que le cas de iTélé nous montre, si on avait besoin d'un exemple, pour comprendre pourquoi ça ne pourrait pas marcher, d'avoir ces chartes négociées au niveau des entreprises. On le voit très bien avec le cas de iTélé. Et ensuite, oui, je pense que ça ouvre la voie à beaucoup d'autres intrusions sur les questions d'indépendance des journalistes. Et je pense qu'il ne faut pas réfléchir au petit bonheur de la chance. Je pense que l'argument qui revient à dire moi, dans mon journal, tout se passe bien, donc c'est pas si problématique finalement d'avoir un actionnaire tout puissant extérieur au secteur des médias et respectueux de l'indépendance, parce que oui, on peut avoir un actionnaire respectueux, mais s'il n'y a pas les règles, demain, vous pouvez avoir un autre actionnaire qui le sera beaucoup moins, et là, le choc va être extrêmement violent. Et donc, oui, il y a des gens bien, malheureusement, il y a aussi des gens moins bien, et je pense que c'est pour ça qu'il faut définir en amont des règles qui protègent dans tous les cas l'indépendance des journalistes. Pour parler de Canal+, Vincent Bolloré a supprimé le zapping, l'émission d'investigation. Canal n'est plus le même qu'il y a 2 ans, a beaucoup changé. Est-ce que, comme d'autres, vous estimez aussi qu'un certain canal ou que Canal+ est mort, finalement,
avec ces évolutions Oui, c'est sûr. Déjà, le canal, un peu, l'esprit canal est mort. Alors, il y a plein de gens qui diront qu'il était mort avant Bolloré. Mais là, s'il en restait quelque chose, il n'en reste plus grand-chose. Il l'a achevé, voilà. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est de regarder la courbe des abonnements. parce que pour iTélé, il n'y a pas d'abonnement à iTélé, mais pour iTélé, en termes de recettes publicitaires et d'audience, comme pour Canal+, en termes de rationalité économique, je pense que tout le monde conviendra à dire que les décisions de Vincent Bolloré touchent à l'absurde. Les abonnements à Canal+ se sont effondrés. Alors après, on essaie toujours de deviner les chiffres. Les Garibert, dans les jours, en ont publié quelques-uns. Tout le monde s'accorde à dire que ça s'est effondré. Les audiences sur iTélé, elles sont publiques, se sont également effondrées. Les fenêtres publicitaires avant la fameuse émission de Morandini ne valent rien. Donc on a maintenu une émission qui, en plus, si seulement encore on peut prétendre que c'est faire de la bonne télé que de faire du Hanouna, parce que ça rapporte de l'argent. Mais Morandini, ça rapporte même pas d'argent. Donc non seulement il a tué, il a achevé l'esprit Canal, mais il a fait beaucoup de mal à la rentabilité de Canal+. Et c'est là où c'est intéressant d'ailleurs encore cette question d'actionnaires qui font l'essentiel de leur profit de manière extérieure au secteur des médias. En fait, peu importe pour eux les pertes. Parce que par rapport au groupe Vivendi, c'est peanuts. C'est quasiment rien. Donc en fait, il est prêt à perdre un peu d'argent de ce côté-là parce que ce que ça lui apporte, c'est de l'influence, c'est du poids, c'est des amitiés politiques, etc. Pas grand-chose. Et donc sa stratégie dans Canal, comme beaucoup de gens, vous la décryptez pas, personne ne la comprend. Non, on peut comprendre, indépendamment de ce qui se passe en France, je pense qu'on peut comprendre pourquoi Bolloré voulait prendre la tête de Canal+ par rapport à son pouvoir d'influence en Afrique. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ce facteur vue de France parce que de facto on regarde Canal+ France et on ignore un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais l'essentiel du business de Bolloré se fait en Afrique. Canal+, c'est une des principales chaînes privées par abonnement en Afrique et ça lui donne énormément de poids sur ce continent. Et de ce point de vue-là, en fait, on voit tout du côté français, mais la vraie question, ça va être le développement des abonnements, de la pénétration de Canal+ Afrique. C'est le seul côté que je peux encore comprendre de manière rationnelle dans la stratégie de Bolloré. En France, on ne la voit plus du tout. Et non seulement, d'ailleurs, on voit les erreurs qui ont pu être faites par affinité politique, sur l'investigation, sur les guignols. Mais on voit aussi vraiment les erreurs de management, parce que quand vous arrivez, vous mettez des gens à la porte du jour au lendemain, et ensuite vous partez les droits du foot anglais. Quand même, sachant que le sport était une des principales raisons d'abonnement à Canal, là, on peut quand même y voir un peu d'amateurisme. Là, il n'y a pas de raison politique. C'est-à-dire, vous pouvez accepter de perdre des abonnés en sacrifiant les guignols, parce que les guignols, ça ne vous plaît pas. Par contre, perdre les droits du foot anglais, c'est pas être très brillant en affaires. Très bien. Bon, on verra un peu ce qui se passe aussi l'année qui vient, sachant que personne ne sait ce qui va se passer à Canal+, et certainement pas les intéressés. Donc, on attend de voir ça peut-être un petit peu avec... Faut demander à Bolloré. Oui. Mais il fait pas beaucoup. C'est un autre point intéressant de tous ces nouveaux actionnaires, Xavier Niel, comme Patrick Drahi, comme Vincent Bolloré, s'expriment très peu, oui, absolument. Sur leurs médias. Absolument. Autre sujet qui va arriver là, dans les jours prochains dans l'actualité, c'est le procès en appel au Luxembourg des lanceurs d'alerte, Antoine Deltour, Raphaël Allais, et du journaliste Édouard Perrin, qui avait fait ce sujet pour Cache Investigation. Donc c'est dans l'affaire des LuxLeaks. Comment vous analysez un peu cette affaire, puisqu'elle est très liée au droit luxembourgeois, où il y a un secret des affaires très important. Est-ce que c'est important ce combat-là aussi pour la liberté de la presse, que tout le monde soit présent et mobilisé? Oui, c'est un combat qui est extrêmement important durant tout ce quinquennat. C'est pas du tout propre au quinquennat Hollande, mais quand même ça s'est fait aussi sous la gauche. On a essayé de faire passer en douce, y compris dans la première loi Macron, ça n'avait absolument rien à faire, des mesures soi-disant pour protéger le secret des affaires, qui sont des manières assez fortes d'empêcher
les journalistes de faire leur travail. Donc ça, c'est le premier problème. D'ailleurs, on a aussi vu un certain nombre d'atteintes, enfin de tentatives d'atteinte au secret des sources. Un journaliste, moi je ne suis pas journaliste, mais si je vais en école de journalisme et que je demande à mes étudiants qu'est-ce qu'on vous apprend en premier, je pense qu'un bon journaliste est quelqu'un qui protège ses sources. Donc on essaie de porter atteinte au secret des sources. Deuxièmement, que vous avez des journalistes qui font leur travail. Et faire son travail, c'est aussi enquêter sur les entreprises, enquêter sur l'évasion fiscale, enquêter sur toutes ces questions-là. On essaie de les en empêcher. Avec notamment des directives sur le secret des affaires, pas seulement en France, mais en fait au niveau européen. Troisièmement, je pense que ça témoigne assez fortement de cette tentative de judiciarisation des rapports à la presse. Et en fait, c'est de faire couler d'une certaine manière les médias qui vous déplaisent en détournant l'outil judiciaire. C'est quelque chose qu'on voit très fortement aux États-Unis. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été très fortement théorisé par Donald Trump pendant sa campagne. Il a dit qu'il fallait faciliter le fait de pouvoir faire des procès au New York Times, au Washington Post, etc. Et que si ça les faisait mettre la clé sous la porte, non seulement après tout, pourquoi pas, mais potentiellement tant mieux. Et on voit très bien aux États-Unis à quel point ça peut être dangereux, hein, parce qu'aux États-Unis, dans des procès, les sommes peuvent vite monter en centaines de millions, voire en milliards de dollars. Donc ça peut fragiliser même les médias les mieux ancrés, les plus populaires et ceux qui sont encore profitables aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est une manière d'empêcher les journalistes eux-mêmes de travailler. Si vous interrogez aujourd'hui un journaliste comme Fabrice Arfi à Mediapart, il passe la moitié de son temps au tribunal. C'est-à-dire qu'en fait, on lui vole son temps de journaliste, on lui vole son temps d'investigation, et on le fait de manière tout à fait, en le sachant très bien. Délibéré. Délibéré, oui. C'est le mot. Ouais. On le fait de manière délibérée parce qu'à l'arrivée, dans la plupart des cas, les journalistes gagnent les procès dans lesquels ils sont attaqués. Mais ça permet de ralentir la machine. C'est aussi une manière de mettre les médias sous pression. Un média comme Mediapart, je pense que c'est un des médias qui a été le plus attaqué depuis sa création. Et s'ils n'avaient pas eu les épaules fortes et les soutiens financiers suffisants, ça aurait suffi à leur faire mettre la clé sous la porte. Donc je pense que cette combinaison des choses, atteinte au secret des sources, atteinte finalement au droit d'enquête des journalistes avec la multiplication des directives sur le secret des affaires et cette espèce de judiciarisation des rapports aux médias, moi c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup pour le futur, parce que bon, en France, on semble enfin là avoir gagné le combat sur le secret des sources. Il faut quand même espérer qu'on ne reviendra pas en arrière, parce que c'est tellement présent et ça revient toujours par une porte ou une fenêtre dérobée. Mais sur le secret des affaires, comme c'est des directives européennes, ça va être problématique de s'en sortir par le haut. Oui, on va revenir à Vincent Bolloré, mais bon, c'est le fil de la discussion. Mais quand on parle de judiciarisation des médias, enfin en tout cas des atteintes à la liberté d'informer, quand il attaque le complément d'enquête, le fameux documentaire sur son portrait diffusé sur France 2, il attaque une première fois au tribunal de commerce, il réclame 50 millions d'euros, je crois, à France Télévisions, une deuxième fois au Cameroun, et là, je crois que ça date de la semaine dernière, il attaque finalement en diffamation les équipes de complément d'enquête et France Télévisions, donc au tribunal de Nanterre. Donc ça fait 3 procès d'un coup. Est-ce que là, ce que vous pointiez il y a quelques minutes sur l'extrême judiciarisation de la vie médiatique, ben on en a un exemple là un petit peu criant avec Vincent Bolloré encore, si j'ose dire. Oui, et puis encore, c'est France Télévisions derrière. Donc vous avez un groupe public qui a des ressources, qui a des moyens, qui peut s'offrir les services d'avocats, qui a suffisamment de journalistes, de telle manière qu'il y en a qui peuvent travailler pendant qu'il y en a qui malheureusement doivent comparaître au tribunal. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment un détournement de l'outil judiciaire, non seulement pour régler ses comptes, parce que de facto, je pense qu'il n'était pas très content de ce documentaire, et on le comprend, mais après tout, c'est celui qui agit mal qui est coupable, c'est pas celui qui le dénonce. Mais en plus, c'est surtout de manière préventive. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire peur. Et d'afficher des sommes tellement énormes dans les montants réclamés, de manière à ce que les autres médias, finalement, n'osent pas, dans le futur, mener des enquêtes à bout. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique, parce que c'est pas dans le débat. Personne n'en parle. Personne ne parle de le réguler. Et ça prend pas aussi. Je veux dire, 2016, c'est aussi caractérisé par un effondrement de toute confiance dans les médias.
Je pense C'était pas déjà bien haut avant, hein, mais enfin, ça s'est pas arrangé, ça s'est pas Il y a arrangé. eu un petit rebond Charlie, mais bon, c'était d'une certaine manière artificiel. Ça a Ouais. continué de s'effondrer en 2016. Il y a la question de la responsabilité des médias qui est posée avec le Brexit, avec Trump. En Italie, d'ailleurs, aujourd'hui, avec le référendum et la défaite de Renzi et la possible victoire dans quelques mois de Pepe Grillo et du mouvement 5 étoiles. Et du coup, du fait de cette défiance dans les médias, en fait, on a une défiance des citoyens non seulement dans l'institution média, mais également dans les journalistes. Alors que je pense que plus que jamais, les journalistes ont besoin que les citoyens s'emparent de cette question et les soutiennent. Et justement, se rendre compte que ce qu'il faut réformer, c'est les règles de fonctionnement de l'institution. Ce n'est pas les journalistes qui font mal leur job, c'est juste qu'on ne leur donne plus les moyens de le faire correctement. Et donc, l'élection de Donald Trump, au-delà du naufrage des sondages qu'elle a révélé, on y reviendra peut-être un peu en fin d'émission si on a le temps, mais il y a aussi, est apparu ce qu'on a appelé l'ère de la post-vérité. Et c'est assez terrifiant. Non, mais voilà, moi je voulais avoir votre avis aussi là-dessus, c'est-à-dire que, est-ce que comment vous analysez le fait que, voilà, en gros, on peut raconter n'importe quoi de toute façon, en tout cas dans la grille de lecture de Trump, on peut raconter n'importe quoi, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison, et que finalement, la véracité des faits, on s'en fiche un peu, quoi. Moi, je pense que cette idée de post-vérité est une aberration. Je pense qu'on lui fait bien trop de place. Ouais. Et je pense qu'il faut se battre contre. Je pense que les faits sont forts, que les faits peuvent avoir raison, mais qu'il faut qu'ils soient portés par des institutions ou des politiques, parlons en l'occurrence des médias, dans lesquels les citoyens ont confiance. C'est pas vrai que les gens ne font pas confiance aux faits. En fait, on leur fait croire des choses qui sont fausses. Sur l'élection de Trump aux États-Unis, on a vu en tête de Google News aux US pendant toute une journée un article qui donnait Trump avec 2 millions d'électeurs d'avance sur Hillary Clinton. C'est un fait. Je veux dire, c'est un fait auquel les gens se raccrochent. C'est-à-dire que les gens demandent des chiffres, ils demandent des nombres. Le problème, c'est qu'ils ne croient plus ce qu'on leur donne. Ça ne veut pas dire qu'on est rentré dans l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire ça veut dire qu'on a perdu la confiance des citoyens. Et moi, je pense qu'il faut se battre pour la retrouver. Je veux dire, le fact-checking, par exemple, c'est une arme qui devrait être relativement forte contre les populistes, contre les mensonges, etc. Mais si vous regardez Breitbart News, ils font du fact-checking. Sur le modèle, on va dire du Monde et des décodeurs en France, mais sur le modèle, le New York Times fait énormément de fact-checking, des infographies, etc. Breitbart fait pareil. C'est-à-dire, il se met sur le même terrain. Bon, le problème, c'est qu'ils font du fact-checking avec des informations qui sont fausses. Mais c'est comme ça qu'ils gagnent la confiance de leur lecteur. C'est-à-dire que le lecteur qui lit Breitbart, il ne lit pas Breitbart pour avoir des opinions, des notions floues. Il a l'impression qu'il y trouve des faits, qu'on lui a caché la vérité ailleurs, et que là-bas, il trouve des faits. Et c'est intéressant que le lecteur de Breitbart aille lire le fact-checking sur Breitbart. Parce que ça lui donne raison, finalement. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est rétablir une espèce de frontière entre les médias de confiance et les médias qui ne sont plus de confiance, et se battre sur les faits. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas du tout s'avouer vaincu sur cette bataille des faits, sinon on aura vraiment tout perdu. C'est-à-dire qu'on aura tous peur qu'il y ait des milliards d'immigrés qui débarquent en France. On sera absolument tous persuadés que sortir de l'euro nous permettra d'augmenter le PIB de 10% et que réduire le chômage à 5 points, vous ne coupez pas juste autour de ça, sinon ça va faire un bout de phrase assez bizarre. Non, mais je veux dire, c'est extrêmement intéressant. Même la propagande djihadiste, si vous la regardez, elle est basée sur des faits. En fait, ça veut se construire sur plein de sujets comme un discours scientifique. Ils vont reprendre des vidéos, ils vont les déconstruire, ils vont essayer de montrer des signes, etc. etc. Ouais. C'est pas du tout qu'on soit passé dans l'ère de la post-vérité où ce serait la rhétorique qui l'emporterait sur le reste. C'est pas vrai. Les gens s'accrochent aux faits. Le problème, c'est qu'ils ne savent plus à quel fait se fier. Mais quand les sondages vous donnent l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui reste dans l'Union européenne, Hillary Clinton qui ne peut que gagner les élections américaines, la primaire de droite, etc. Depuis des années, c'est une catastrophe et ça ne s'arrange pas du tout. Et le souci, c'est que pendant des mois, les médias, et les plus respectables qui soient, malheureusement, se sont nourris aussi de ces chiffres-là comme étant des faits. Et finalement, les gens
déconstruisent ce qu'on leur dit, parce que tout ça reposait finalement sur du vent, quoi. Et on leur a vendu des choses qui n'existaient pas. Enfin, je sais pas. Bon, il y a plusieurs choses. Ouais. Non, mais si. La première, les sondages, il y a une réforme qui est simple à faire, qui est réclamée depuis des années. Bon, par les économistes en partie, mais par les chercheurs en général, en sciences politiques, en sociologie, etc. Il faut publier les intervalles de confiance. Vous aviez des sondages 2 jours avant le vote pour la primaire qui donnaient Sarkozy, Juppé un peu devant, Fillon un peu derrière, sur des échantillons inférieurs à 1000. Vous mettiez les intervalles de confiance, tout le monde était très exactement dans le même intervalle de confiance. La deuxième chose sur le cas Trump-Clinton, je pense qu'il y a eu 2 erreurs. Il y a une première erreur qui est aussi liée à cette question des sondages, c'est que c'est extrêmement coûteux de faire des sondages représentatifs au niveau des États. Et la plupart des sondages étaient faits au niveau national. Et de facto, au niveau national, les sondages ne se sont pas trompés. Rien dire, parce que c'est par État. Oui. Hillary a 2,5 millions de voix d'avance. Donc, ce qu'il aurait fallu davantage faire, c'est faire des sondages État par État. Et des États qui paraissaient complètement acquis à la cause de Clinton, on aurait pu voir davantage de fragilité. Donc ça, c'est le deuxième point. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Il y a un système politique américain, un système électoral qui nous dépasse. D'ailleurs, je pense que plus je parle à des Américains, plus ça les dépasse également. Mais ils ont du mal à se dire qu'ils vont revenir dessus. Enfin, qui fait que Hillary Clinton a eu davantage d'avance que Barack Obama en 2012, mais perd quand même l'élection. Et ensuite, il y a potentiellement un espèce d'effet, alors là, c'est pas autorévélateur, c'est l'inverse des sondages. Clinton n'était pas particulièrement populaire, elle a été donnée systématiquement devant. Potentiellement, vous avez des gens qui n'étaient pas très en faveur de Clinton, mais qui seraient allés voter pour elle pour contrer Trump, qui ne sont pas déplacés. Et de facto, il y a eu un vrai effet de participation électorale, et qui, pour le coup, se sont déplacés pour soutenir Trump, parce que vous voyez Trump en arrière. Et de facto, c'est vrai que cette utilisation répétée des sondages, ça influence un peu le jeu politique. Si on s'en nourrit tant, ça peut influencer nos décisions de vote à l'arrivée. Concernant le métier des journalistes, est-ce que les journalistes aussi ne doivent pas prendre leur distance et arrêter parce que ça fonctionne comme une drogue chez certains, notamment les commentateurs politiques, mais pas seulement, mais chez beaucoup, chez beaucoup. Et donc, à longueur de chroniques et de papier, c'est toujours le dernier sondage qu'on commente. Est-ce que ça aussi, il ne faut pas que ça évolue, que ça change, quoi? Parce que sinon, la fameuse confiance dont vous parlez, on ne la retrouvera jamais. Personne ne la retrouvera, cette confiance du public. Ah non, mais ça, j'en suis persuadée. Si on commence par publier les marges d'erreur, ça permettra de résoudre un tout petit peu les choses, parce qu'au moins on arrêtera d'avoir des sondages qui prétendent que tel est passé devant tel. Donc il y aura un peu moins de commentaires de course de chevaux, faire c'est le fameux commentaire de course de chevaux. Non, mais c'est vrai. Oui, non, c'est ça. du commentateur politique. Et de facto, je pense que de ce point de vue-là, les chaînes d'information en continu n'ont pas fait que du bien à l'information, c'est-à-dire qu'il faut du commentaire en permanence, des invités, commenter une actualité qui n'existe pas toujours. Je crois que c'est Baudrillard qui disait ça, que certains jours, rien ne se passe, il n'y a pas du tout d'événement. Et ça serait intéressant en fait que certains jours qu'on vous dise sur les télés, sur LCI ou sur BFM, ou même en Une du Monde, désolé aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Ouais. Revenez demain. Non mais j'exagère, on n'est pas... on n'est pas là-dedans et du coup on essaie toujours de faire du plein avec du vide. Le cas Macron de ce point de vue-là est assez intéressant, c'est-à-dire que je pense que si la primaire de gauche avait été une grande primaire des gauches, des écologistes et avait commencé en septembre, c'est-à-dire en même temps que la primaire de la droite, en fait il y aurait eu des choses à dire à gauche et qu'il n'y aurait pas eu d'espace médiatique pour Macron. Et qu'on n'aurait pas finalement fait des pages et des unes et des documentaires, etc., sur un phénomène politique qui finalement, au bout du compte, ne représente encore aujourd'hui pas grand-chose. Mais il y avait du vide et on a apporté du neuf. Et les journalistes politiques adorent le neuf, ils en raffolent. Par contre, c'est beaucoup moins clair du côté des citoyens qui, eux, préféreraient parfois être informés plutôt que simplement abreuver des préférences de tel ou tel commentateur. Ouais. Oui.
C'est vrai, ça fait un peu peur. Mais donc, pour terminer peut-être sur une note un peu plus positive, donc c'est vrai que la confiance est entamée, mais certains événements quand même redonnent confiance dans la presse et les journalistes. Voilà, cette année, on a eu les Panama Papers, donc voilà, c'est de grandes opérations collaboratives entre des dizaines de médias du monde entier, plus d'une centaine de journalistes, et tout récemment, j'allais venir, des Football Leaks, là aussi une coopération, là pour le coup, européenne, entre Mediapart, El Mundo, le Spiegel, qui est à l'origine des révélations et qui a eu toutes ces données. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu l'avenir, finalement, du journalisme, ou en tout cas de l'enquête, de l'investigation, c'est-à-dire que, on va dire, délinquance financière transnationale, enquête transnationale et journalisme mondialisé. Est-ce que c'est pas ça l'avenir Si, ça fait partie de l'avenir et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Je veux dire, les Panama Papers comme Football Leaks, ça fera partie, je pense, du livre de l'étudiant en journalisme dans quelques années. Je veux dire, c'est des cas d'école. Hein. C'est peut-être pas le Watergate, mais on n'en est pas loin. C'est beaucoup d'enquêtes, c'est des journalistes qui travaillent à plein temps pendant un an sur un sujet. Et vu le contexte économique actuel, c'est assez rare qu'une rédaction accepte comme ça de libérer du temps de travail. Donc en fait, c'est tous les avantages finalement. Alors, on va être optimiste. Il y a plein d'inconvénients de reposer sans cesse sur des robots, des algorithmes, etc. On voit les dérives de Facebook, de Google News. Bon, au moins, dans ces contextes de leaks géants, où vous avez des millions, voire des dizaines de millions de documents, on voit l'avantage du robot. On voit l'avantage de l'utilisation des algorithmes et on voit surtout comment on arrive à bien combiner le travail humain, l'intelligence humaine, avec tous les progrès finalement du machine learning qui permet d'analyser les big data. Donc ça, c'est vraiment excellent et c'est une chose dont j'espère qu'elle est amenée à se développer dans le futur. La deuxième chose, au-delà du fait que ça permet de faire de l'enquête de qualité, ça permet beaucoup d'éviter la censure. C'est quelque chose qui est fait de manière transfrontalière. Vous allez avoir un journal italien, un journal allemand, une télé française, un journal américain, des journaux en Argentine, etc. etc. Si jamais l'actionnaire est mécontent, dans le cas des Panama Papers, les journalistes argentins ont quand même épinglé leur propre journal. Et dans le cas espagnol, vu les relations, les questions autour du rôle négatif joué par le fisc espagnol, je pense que la situation avec El Mundo, qui n'a pas toujours été le journal le plus progressiste en Espagne, n'ont pas dû être tout à fait simples. Disons-le comme ça. Dans ce cas-là, en fait, vous ne pouvez pas avoir de censure. Parce qu'imaginons que El Mundo décide de ne pas publier, ou que La Nación décide de pas publier, ou qu'en France, imaginons qu'on ait eu dans les Panama Papers, je ne sais pas, les trois, Pierre Berger, Xavier Niel, Mathieu Pigasse. Bon, les journalistes du Monde, ils auraient été obligés de publier. Ça aurait été une honte pour eux, finalement, si tout le monde avait révélé les Panama Papers, y compris les cas français, et pas les journalistes du Monde. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dans ce contexte de pression croissante sur l'indépendance des journalistes, dans ce contexte où on a des capitaines d'industrie qui acquièrent des médias un peu parfois comme un bouclier pour se protéger aussi, finalement, le fait de faire de l'investigation avec plusieurs pays à la fois, ça permet d'être plus fort finalement que toutes ces pressions sur l'indépendance des médias. Je suis optimiste, je ne veux pas finir sur une note négative. Ce qui est dommage, c'est que la délinquance, elle n'est pas seulement internationale. Et qu'on a énormément de problèmes de corruption, de délinquance financière à l'intérieur des pays. Et puisqu'on parlait de Trump tout à l'heure, moi je pense que dans le fait qu'on n'ait pas vu venir sa victoire, il y a aussi la disparition d'une presse locale aux États-Unis qui existe au niveau des villes, qui était très forte historiquement, et dont la plupart des titres ont fermé. Ceux qui y sont restés n'ont plus les moyens de travailler. Entre 2007 et aujourd'hui, on a eu 20 000 journalistes de presse quotidienne aux États-Unis en moins. 20 000 postes supprimés, c'est colossal. Et tous ces gens-là, ils sortaient des affaires. Ils sortaient des affaires de corruption, de mauvaise gestion, de détournement au niveau des villes. Et ça, ces affaires-là, il n'y a plus personne pour les couvrir. Plus personne pour en parler. Donc c'est bien de couvrir la délinquance internationale et moi je m'en réjouis. Ce qui m'inquiète, c'est que ça, ce n'est pas la solution à tous les problèmes nationaux et de ce point de vue-là aussi, il faut qu'on mette en place des armes pour se battre. Ouais. Okay. Merci beaucoup Julia Cagé. Merci. À bientôt, merci à vous.